Ok. Les frères gallois. Denis sauce piquante. Zéro RR podcast. Rémi le guacamole. Les frères gallois. Salope de Brigitte. Zéro RR podcast. Turbo Cali. Turbo balèze. Ok. Le beurre, l'argent du beurre et le gros cul de la crémière. Salope de Brigitte. On récapépète. Zéro RR podcast. Les frères gallois. Ça claque sa mère. Et bonjour à tous dans le Zéro RR podcast, toujours animé par les frères gallois. Bonjour à tous. On se retrouve avec un super méga jingle. On vous l'avait teasé depuis quelques jours et c'est la consécration. Alors, il n'est pas encore sur la table de mixage, il est sur le téléphone de Rémi. C'est pour ça qu'il faut gérer en même temps un peu. Mais on peut faire pas mal de choses avec cette table. C'était aussi la petite surprise pour toi, on va dire. Alors, je vais pas vous mentir, c'est la 3e fois qu'on recommence le début du podcast. Ce qui fait que la première fois, j'ai dansé dans tous les sens, j'ai rigolé, j'étais super chaud. Et à la fin, je vous avoue que là, j'étais un peu plus concentré sur la table de mix. Mais en même temps, et c'est l'authenticité. Je veux dire, je vais pas surjouer, mais c'est vrai que dites-nous ce que vous avez pensé du jingle, mais en vrai, c'est vrai qu'il pète sa mère. Il est un peu à notre image. C'est Anthony qui l'a fait avec Rémi. Voilà, un travail de collaboration entre Anthony et moi pour sortir ce petit jingle-là, derrière les fagots. C'était vraiment cool parce que du coup, il s'est vraiment inspiré de tous les podcasts parce que du coup, c'est un fidèle auditeur. Et puis après, il fait de la production musicale. Donc forcément que ça a bien matché, quoi. C'est vrai il a bien su saisir l'essence du podcast et ça fait plaisir. Et surtout, c'est quelqu'un de la commu qui l'a fait. Et on l'a toujours dit, ce podcast, c'est aussi un podcast avant tout pour vous. Et quand on fait les choses, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de vous faire participer aussi. Et même un peu plus loin que ça, tu vois, quand je repense je sais pas pourquoi je pense à ça, mais tu sais, la fois où j'ai été chercher les machines à Paris, le fait que y a des personnes de la commu, pareil, qui m'avaient aidé. D'ailleurs, petite dédicace, de temps en temps, je leur parle à Maxence, etc. Ça me fait plaisir. Et voilà, le fait de partager ce podcast avec vous et de vous faire participer, eh bien, c'est toujours un plaisir. Avant qu'on commence ce podcast, donc le podcast qui va continuer avec les erreurs qu'on a faites au début, c'est Rémi, d'ailleurs, aujourd'hui, qui va donner une erreur qu'il a faite et que peut-être j'ai fait aussi. Il m'en a parlé rapidement, mais je ne sais pas encore trop comment il va mener le sujet. Là, je vais un peu découvrir les choses en même temps que vous. Très rapidement, on peut faire parce que de toute façon, l'intro serait bien trop rapide, sinon, donc il faut qu'on parle quand même de quelque chose. On a quand même quelques bonnes nouvelles. Alors, déjà, vous l'avez vu, le décor a changé. Presque changé, on va dire que... Il y a les idées, on va dire, pour changer le décor. Il n'a pas encore changé. Voilà. Il a changé dans nos têtes, parce que du coup, on visualise mieux, mais en fait, il n'y a encore rien de concret. Mais d'ailleurs, continuez de nous partager vos idées pour le décor, parce qu'on n'est toujours pas en fait, arrêté sur une idée particulière. Donc voilà, faites-le si vous avez des idées. Mais logiquement, allez, on dit dans 1 ou 2 épisodes, il devrait y avoir normalement quelques changements au niveau du décor. On l'espère. On l'espère. Et après, eh bien, on pourra commencer peut-être à mettre en place certaines choses pour le live dont on a commencé à parler en janvier. Et il aura fallu 7-8 mois, quelque chose comme ça, pour mettre les choses en place. Donc, pourquoi pas faire une date. Ou alors peut-être commencer les lives à la rentrée, en septembre, quand il y aura un peu plus de monde. À voir, honnêtement, on va planifier ça, mais on va bientôt être prêt pour les lives. Mais la grande nouvelle, c'était pas trop ça. C'était... La plus grande nouvelle, c'est que Rémi, on a signé quelque chose avant-hier. Exactement. Donc, comme vous le savez, nous sommes locataires de notre studio de musculation, mais on se rend compte qu'il est un peu trop petit, quoi, pour ce qu'on voudrait en faire. Disons qu'on voudrait rajouter une 40aine de machines. Et c'est vrai que là, en ce moment, minimum. On est un peu à court de place. Et donc, on a décidé qu'on allait agrandir les choses. Ça. Et donc, on a pu faire un super deal, vraiment très, très bon deal pour nous qui sommes pauvres, faut dire les choses. Donc, on a réussi à bien négocier les choses. Et donc, logiquement, pareil, d'ici le début d'année prochaine, on devrait avoir de nouvelles machines. C'est ça. Et du coup, plus de place. Et donc, qui dit plus de place, dit potentiellement plus de possibilités aussi dans le gym. Bref, les choses évoluent, les choses prennent leur temps.
Enfin, elles prennent leur temps. Elles vont à la vitesse maximale à laquelle on peut les faire Alors, aller. on disons. est à fond derrière. C'est-à-dire que nous, quand on veut quelque chose, je veux dire, on y va, quoi. On relance. Là, pour l'agrandissement du gym, donc on va devoir reprendre notre petite salopette et nos plus beaux marteaux pour agrandir le gym. En fait, on va récupérer une partie qui est adjacente à notre gym, mais on n'a pas lâché l'affaire. C'est-à-dire que ça, c'est pareil, hein, c'est en négociation depuis plusieurs mois, mais on le veut, sauf que, bon, bah, aussi, point de vue administratif, point de vue aussi des vacances, tout commençait un petit peu à se retarder. Mais là, enfin, on a pu signer et les travaux vont pouvoir reprendre. Donc, le Build My Gym va reprendre sur YouTube aussi, pour mon plus grand plaisir, parce que figurez-vous que je vais j'ai déjà acheté de nouveaux outils, notamment, je te l'ai pas dit, j'ai bien sûr, bon, ça tu le sais, acheté un petit Un télémètre. un télémètre, voilà, et j'ai acheté aussi la scie sabre. J'avais envie, parce qu'il va falloir qu'on fasse de la découpe dans du parpaing, dans de la On avait brique. déjà ce qu'il fallait. On pouvait l'emprunter. Mais Ouais, Rémi, mais c'est- 1300 watts, c'est mec, Bob. j'ai pris un truc, et ça va turbo-carburer, quoi. Ça va être génial. Ça va être trop cool. Et cette fois, si on prend un pistolet de peinture, on prend le giga pétard là. Le giga pétard. Ça va envoyer. Bref, si vous voulez suivre toutes ces aventures, ça se passera sur YouTube. Si vous voulez voir l'agrandissement du gym, si vous voulez voir l'arrivée des nouvelles machines. Et par rapport aux machines, on n'en dit pas plus. Mais fin d'année aussi, il devrait y avoir d'autres projets qui se concrétisent par rapport à ça. On n'en dit pas plus. Mais en tout cas, voilà, les choses évoluent bien. Et on espère que vous serez contents de suivre avec nous toute cette aventure. Enfin, plutôt de vivre avec nous toute cette aventure. Je pense que déjà dans le prochain podcast, on aura entamé, alors doucement les travaux, mais on les aura entamés un petit peu. Donc, J'espère aussi. Ouais. Et terminé aussi. non, abuse pas. Abuse pas. Bon, attends, 1300 watts la scie sabre, si ça déblaye pas tout. Ah, je vais tout péter avec ça. C'est la mienne par contre, personne n'y touche, mec. Non, même pas toi, mec. Non, impossible. Arrête de me regarder comme ça, c'est pas possible. Ah ouais, Ouais. Moi, je peux toucher la table de mixage. Bon, tout ça pour vous dire qu'on va pas perdre plus de temps. On est sur un format un peu plus court de podcast. Pourquoi en fait? Parce que normalement, aujourd'hui, on a une nouvelle caméra et on est limité par les enregistrements qu'ils peuvent faire. On tourne en 4K et même si on a des cartes mémoire qui sont assez importantes, eh bien, c'est vrai que ça mange quand même pas mal de place. Et Ce puis qui avec fait les que- 3 essais aussi qu'on a fait avant de commencer véritablement ce podcast, on a tourné un petit peu déjà. Donc, Exactement, on a déjà mangé un peu de la mémoire, ce qui fait que les podcasts, voilà, en fait, la durée est limitée parce que les cartes mémoire aussi, ça coûte extrêmement cher et on le répète, on est extrêmement pauvre, ce qui fait qu'on peut pas faire tous les investissements qu'il faut au moment où il faut. Un jour, on va faire un Tipeee pour le podcast. On a besoin de cartes mémoire, on a besoin... un kiss bang bang, on va tout faire. Ouais. Bref. Et par contre, ça fait du coup 3 fois qu'on attaque le podcast, mais tout à l'heure on a remercié Anthony, mais est-ce qu'on a remercié, je sais plus si on a remercié Anthony pour le jingle du podcast. Je crois que si. Bah, merci Anthony, si on a oublié de te remercier, mais il me semble qu'on l'a fait au début du podcast. Ah ouais, je sais plus, voilà. Donc ces liens sont en description. On si vous mettra avez besoin, ces voilà. liens dans la description. Désolé parce que franchement là c'est brouillon, mais bon. Allez, place au sujet du jour. Mon frère, je te laisse introduire le sujet. Voilà, donc on a parlé pas mal de nutrition, pas mal d'environnement dans les précédents podcasts. Moi, je voulais apporter une donnée peut-être un peu plus pratique musculation. Et c'est une erreur que j'ai faite sur les premières années de pratique. C'était d'avoir une surcharge progressive très lente et bridée. En fait, pour mettre un peu de contexte, c'était la période où c'était les cycles de progression à la SP Training, donc super physique. Et c'était des cycles de 4 séries sur une fourchette de répétition de 6 à 12 par exemple. Et on montait en fait de semaine en semaine d'une répétition. Et une fois qu'on avait atteint la fourchette haute, donc une fois qu'on avait atteint en gros les 4 x 12, on pouvait monter la charge de travail. Et je me rappelle qu'au début de ma pratique, c'était quelque chose que j'idolâtrais. J'étais dans le truc du ok, aujourd'hui c'est 4 x 6 et ça sera pas 4 x 7 parce que sinon je vais foirer mon plan et du coup c'est ma récupération qui va être impactée et du coup je vais pas prendre de muscle. Enfin bref, j'étais dans cette méthode très rigide du je suis la méthode très simple et je fais comme ça et pas autrement, tu vois. Et je sais que les premières années, du coup, je m'entraînais avec beaucoup de répétitions en réserve, les fameuses RIR.
Et je pense que je suis passé à côté de gains et même de plaisir finalement à l'entraînement parce que j'étais tellement dans cette conception, encore une fois, très rigide de ma pratique que j'en oubliais le plaisir de blast, tu vois, le plaisir d'aller chercher ces répétitions, ces dégressifs qu'on peut faire quand on débute, ces fameuses répétitions un peu trichées, ces répétitions aidées, bref, tous ces trucs un peu fun finalement que on doit, je dis bien on doit découvrir quand on commence. Et en fait, je les avais pas parce que c'était je fais 4x6, il n'y a pas de spot, je veux dire personne touche et je fais les choses toute seule et comme ça je suis sûr de valider tout seul et je suis sûr de valider ce que je dois faire en fait. Alors, je pense que ta problématique, elle peut quand même s'ouvrir à un peu plus de choses. Ah bah forcément, c'était le point de départ. Je dirais que, en fait, je vais agrandir la problématique de l'erreur parce que c'est quelque chose que je vois souvent qui est fait et que moi-même j'ai fait aussi à une époque. C'est en fait le fait de se concentrer et avoir une pratique, comme disait Rémi, rigide sur certains points d'une programmation qui ne sont pas forcément les plus importants. C'est-à-dire que, en gros, tu vas t'auto-brider en étant sûr que ce que tu fais, c'est bien. Parce que, par exemple, Rémi disait, voilà, je fais 4x6 une semaine. La semaine d'après, c'est obligé que ça soit un 4x7. C'est ça. En fait, même si je peux faire 8 ou 9, non, c'est 4x7, donc je ferai 4x7. Exactement. Et c'est exactement le même principe que, tu vois, genre, il y a des personnes qui vont faire, genre, leur programme, ça va être 3x10, 4x12, etc. Ou même parfois, moi, je le vois avec les membres de l'accompagnement Prime. Donc, on utilise des fourchettes de répétition dans l'accompagnement Prime. Et par exemple, la fourchette, ça va être 5-8, ça va être 10-13, ce genre de choses. Et en fait, il y a également une fourchette de RIR qui est donnée. Donc, la fourchette de RIR, ça peut être, je ne sais pas, 0, 2, 1, 3, etc. Bref, donc 1 à 3 RIR, 0 à 2 RIR, etc. Et en fait, les gens vont accorder plus d'importance, par exemple, à la fourchette de répétition qu'à la fourchette de RIR, ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'il faut avoir en fait, de la flexibilité et de la compréhension dans ce que tu fais, parce que tu peux très très vite devenir très rigide sur certains points de ta programmation qui ne sont pas les plus importants. On va prendre un exemple. Ton programme te dit de faire un 4x12 et que en fait, dès que tu arrives à 4x12, dès que tu arrives à 12 répétitions, tu t'arrêtes alors que tu aurais pu faire 2 ou 3 reps de plus. C'est ça. Eh bien, en fait, tu n'as pas compris ce qu'il y avait de réellement important dans ta programmation. Et au final, tu passes à côté de gains musculaires. Tu vois, l'image que je dis souvent, c'est genre, chaque fois que tu fais une séance, il faut que tu imagines ta séance comme une immense table où tu sais, c'est buffet à volonté. Et en fait, si tu manges ce qu'il y a sur la totalité de la table, en fait, tu manges tout et tu profites de tous les gains musculaires que tu peux faire. Et en fait, si, par exemple, tu t'arrêtes à 12 alors que tu pouvais en faire 15, en fait, tu ne prends qu'une partie des gains musculaires qui étaient sur la table. Tu t'arrêtes à l'apéro, tu vois. Ouais. Et elle est trop bien cette analogie parce qu'on peut aller encore plus loin dans le sens où, en fait, même si tu as un buffet à volonté, il ne faut pas non plus que tu bouffes tout parce qu'après, tu vas avoir une indigestion ou même la turbochiasse. Et en fait, ça peut conduire à, par exemple, si on le traduit en musculation, un manque de récupération ou un risque de blessure ou voilà, des choses comme ça. C'est vrai qu'on aurait pu aller plus loin. Mais tout ça pour dire que une des erreurs, c'est vrai que Rémi en a parlé. Donc, lui, Rémi, dit s'être trop focalisé sur la surcharge progressive. C'est ça, en fait. Et d'autres personnes, par exemple, ça peut être trop se focaliser sur leur nombre de répétitions, etc. Tu vois. Il y a même, en fait, on peut extrapoler parce que parfois, il y en a qui vont se focaliser trop sur leur technique et qui vont vraiment être très rigides, qui vont du coup ne pas accepter que il y ait une quelconque petite modification de la technique. En fait, cette erreur serait effectivement d'être trop rigide sur certains points de la programmation qui peut emmener du coup à une stagnation à cause de cette trop forte rigidité. Exactement, ouais, c'est ça. En fait, c'est tous ces critères qui rentrent en compte, le volume, ta technique, ta fourchette de répétition, ta méthode que tu veux utiliser pour surcharger tes mouvements. Tout ça, en fait, finalement, ce ne sont que des outils qui vous permettront d'arriver en fait à cette adhérence dont on parle depuis si longtemps, mais c'est aussi ce qui peut vous conduire aussi à être rigide. Donc, j'en parle depuis très longtemps de cette rigidité, et c'est quelque chose que j'ai vraiment subi au début de ma pratique parce que, en fait, je bouffais tout simplement les forums superphysiques, et c'était comme ça et pas autrement, et c'était la méthode, la seule méthode pour progresser. Et je me suis vraiment retrouvé, en fait, dans cette méthode. C'était ma forme d'adhérence en fait au plan.
Mais je voyais bien que je passais aussi à côté des joyeusetés de l'entraînement. Donc ce côté un peu plaisir qu'on peut avoir en faisant une petite dégressive par-ci par-là, en faisant des fourchettes de répétition différentes au sein d'un exercice. Parce que pour moi, c'était impensable, tu vois, d'avoir sur mon développé couché aux haltères, par exemple, 2 séries avec une certaine fourchette de répétition et donc une certaine charge, et avoir 2 autres séries avec une fourchette de répétition différente et une charge du coup différente. Pour moi, c'était inconcevable. Pour moi, c'était vraiment le truc très rigide où j'avais 4 séries avec la même charge de travail et c'était no way. Enfin, c'était comme ça et pas autrement, quoi. C'était très rigide. C'est vrai que ça, on en parle aussi. Là, on prend l'exemple de l'entraînement, mais c'est quelque chose aussi qui peut s'extrapoler à la diète. Hein. Il y a beaucoup de personnes, tu sais, qui restent extrêmement rigides sur certains groupes d'aliments, sur certains apports alimentaires, etc. Et en fait, on se retrouve très très vite avec des personnes, tu sais, qui vont éviter certains groupes d'aliments sans aucune raison et qui du coup peuvent se retrouver carencés à cause de ça. Il y a certaines personnes, moi je sais que j'ai beaucoup de suivi en ce moment là récemment, j'ai rentré beaucoup de suivi en diète, des personnes en fait qui traquent déjà leurs données donc dans des applications, etc. Donc, qui ont déjà une bonne notion de l'alimentation, qui ont une notion du tracking, qui ont une notion de la structuration de l'alimentation, etc. Et c'est vrai que je me suis dit, donc, ce qui est assez drôle, c'est que là, il y en a eu donc 3 sur l'espace des 2 mois, et c'est les 3 mêmes profils. Donc, c'est des personnes qui vont traquer leurs données déjà. Et en fait, normalement, donc, quand j'ai des suivis en diète jusqu'ici, c'était surtout des personnes, on va dire, que j'emmenais à une structuration de l'alimentation et ensuite progressivement, eh bien, on basculait sur une application de tracking, tu vois, qui était, on va dire, un peu plus la finalité. Et après, eh bien, à ce moment-là, il y avait une gestion totale via l'application de tracking et il y avait juste des modifications sur les macros, de l'optimisation, etc. par rapport au tracking. Mais en fait, c'était pour moi l'étape finale de la diète, tu vois, quand tu as déjà parcouru pas mal de chemin. Et en fait, je me retrouve avec des personnes qui donc traquent et en fait se retrouvent complètement perdus d'un point de vue de l'alimentation. Et donc en fait, c'est des personnes qui, selon moi, tu vois, par rapport à mon expérience du coaching, quand on est là, c'est que tu as déjà une notion de l'alimentation, tu as quand même une gestion de l'alimentation qui est bonne, mais qui par contre, c'est des profils qui, genre, j'ai jamais eu autant de questions sur l'alimentation que par ces personnes. Et en fait, c'est des personnes qui vont se poser trop de questions. Genre la dernière fois, j'en ai un qui m'a posé Clément, si tu écoutes le podcast, qui m'a posé une question sur le miel et qui disait mais le miel, j'arrive pas à savoir en fait si c'est un bon ou un mauvais aliment. Tu vois, et du coup la en fait, première question c'est est-ce que tu aimes le miel? Ouais, c'est ça. Et du coup en fait, il se retrouve à se focaliser du coup sur ça et en fait, il comprenait pas. Et pareil avec le lait, pareil en fait. Et du coup, tu te retrouves à complètement virer ce genre d'aliments. Et en fait, c'est ça, tu deviens trop rigide, tu accordes en fait beaucoup trop d'importance à certains paramètres, et au final, eh bien, c'est ta rigidité qui te finit par te causer problème, plus que en fait, tu vois, ce qui est trop drôle, c'est Lucas Gouif qui était venu dans le podcast, il disait, il y a toujours un mec, tu vois, qui est dans ta salle, c'est son exemple dont il parle tout le temps. Genre le mec il vient, il est en tongs, tu sais, et genre il est énorme et il s'en bat les couilles. Limite il a pas de programme. Le mec limite il a pas de diète, tu vois. Mais pourquoi? Parce qu'en fait il perd pas il a pas de rigidité. En fait il a une flexibilité et au final il se concentre un peu sur toutes les choses qui sont importantes. Et toi, tu vas en fait être très rigide sur certains points et parfois tu peux t'en convaincre que ce sont des points qui sont extrêmement importants. Par exemple, Rémi, avec la surcharge progressive, tu peux très très vite te dire c'est bon, j'ai ma surcharge progressive, etc. Alors que, tu vois, au lieu de passer de 4x6 à 4x7, ce qui est une progression, ce qui est génial, tu vois, c'est un +1, mais ça se trouve, il aurait pu progresser beaucoup plus vite, ajouter beaucoup plus de poids plus rapidement, ajouter beaucoup plus de répétitions plus rapidement. Moi aussi, je l'ai fait, c'est les cycles à Superphysique. Et avec le recul, je me dis que j'ai énormément bridé ma progression. Ouais, c'est ça, oui, clairement. Mais tu te dis, j'applique la surcharge progressive, tu vois, donc c'est OK. Pareil pour la technique d'exécution, le fait d'être trop rigide sur ta technique d'exécution. Tu te dis, mais c'est nickel d'avoir la technique parfaite, etc. Mais parfois, en fait, tu vas avoir un micro-changement, genre, je sais pas, une excentrique peut-être un tout petit peu plus rapide ou, tu vois, une amplitude qui va être légèrement différente, etc. Tu vois. Mais genre, c'est des petits détails et ça va peut-être concerner une seule de tes répétitions. C'est ça. Mais par exemple, un truc qu'on voit assez souvent, et je le vois souvent chez mes suivis concernant l'exécution, c'est les élévations latérales, tu vois. Élévation latérale à l'haltère.
j'ai notamment, je pense à cette personne-là parce qu'il s'entraîne en home gym, élévation latérale à l'haltère, matrixé par la standardisation en fait. Bah, du coup, dès qu'il n'arrivait plus à atteindre son amplitude idéale, donc lorsqu'il a globalement le bras à 90 degrés par rapport à son buste, donc lorsqu'il est parallèle au sol, dès qu'il a plus cette amplitude-là, eh bien il s'arrêtait. Et en fait, je lui ai dit, mais tu vois, le maximum de la tension arrive à ce moment-là. Donc on n'est pas là pour dire oui, cet exercice est optimal, machin et tout. Mais ce que je veux dire, c'est je lui dis, mais sur ta table, là, tu es en train de laisser plein de gains musculaires parce qu'en fait, ton faisceau latéral, il est encore capable de produire de la force sur des partiels basses. Il me dit, mais ça correspond pas à ma standardisation. Je lui dis, c'est pas grave. Dans ton cahier, par exemple, tu as fait 9 reps et tu notes 9 plus, je sais pas, tu fais 3 ou 4 partiels. Mais au moins, tu as une stimulation musculaire qui est plus importante. Et en plus, c'est une personne qui avait vraiment très très peu de temps pour s'entraîner. Donc, autant te dire qu'il fallait vraiment maximiser au maximum. Ouais, donc il y avait aussi ce paramètre-là qui exactement, tu vois. Et du coup, il laissait plein de gains sur la table parce qu'il était matrixé. Il accordait énormément de crédit à sa standardisation. Et du coup, dès qu'il perdait l'amplitude, et au final, voilà, on a implémenté ces partiels, mais je sais que c'était assez compliqué et il y avait beaucoup, du coup, il s'entraînait chez lui, donc il y avait beaucoup de mouvements comme ça, même les élévations postérieures, tu vois, ce genre de trucs. Dès qu'il perdait l'amplitude, hop, il arrêtait. Ouais. Il s'arrêtait. Alors que c'est là où c'est le meilleur, c'est ce que je dis souvent en fait, hein, et c'est pour ça aussi que je cycle beaucoup ma progression aujourd'hui comme ça, c'est que ce qui, on va dire, va réguler mes entraînements, ça va être des fourchettes de répétition. Et en fait, quand je fais ma surcharge progressive, quand je monte en charge de travail, eh bien, parfois, je vais sortir ma fourchette de répétition basse. Donc, je vais être en dessous de ce que je dois faire. Et en fait, je m'en balèque parce que je vais m'autoriser ça parce que c'est là où je kiffe aller chercher ces répétitions. Je sais pas, si j'ai une fourchette de répétition de 4-8 et que je vais faire 3 reps, mais ces 3 reps, pour moi, elles sont incroyables. Et je vais continuer tant que je kiffe faire l'exercice. Donc, adhérence à l'exercice, donc en gros, plaisir de faire l'exercice comme ça, avant, on va dire, perte, recyclage ou perte de l'exercice. Hein, c'est ce que je dis toujours, hein, la perte tolérable doit être vraiment au cœur même de votre programmation. Donc, c'est cette fameuse souplesse dont on parle là actuellement. Il faut être capable de définir les moments où ça devient critique et où, en fait, on a encore des bénéfices à faire la progression de cette façon. Je reviens sur un point clé. Tout à l'heure, tu parlais de nutrition et il fallait absolument que je parle de ça. J'ai eu un DM Insta il y a un petit moment maintenant d'une personne qui me disait « Ah putain, j'ai du mal à manger, je galère. » Et donc, forcément, moi, je pose des questions. Qu'est-ce que tu manges ? Je dis, tu connais, poulet tous les jours, quoi. Ça fait des années que je bouffe du poulet. J'en bouffe midi et soir, donc plus de 700 fois à l'année. Ah, d'accord, ok. Donc, tu manges aussi autre chose ? Il me dit, ah non, tu connais, poulet, c'est vraiment le best, c'est le truc facile à quantifier et tout. Je traque tout depuis longtemps, je sais utiliser MyFitnessPal, etc. Ouais, mais d'accord, t'es expert du tracking du poulet, mais t'es pas expert du tracking avec la diversité alimentaire, si tu veux. Et donc, je lui dis, en fait, là, t'explores une toute petite ligne alors que t'as une diversité d'aliments possibles. Je dis, mais va dans un supermarché, regarde toutes les sources de protéines que tu pourrais te taper et fais ton choix, quoi. Enfin, c'est Disneyland, quoi. Si tu veux manger de la viande, du poisson et tout, il me dit, ah, mais le poulet, c'est master poulet, quoi. C'est vraiment le truc qu'il faut absolument avoir dans une diète. Je dis, non, absolument pas. Qui c'est qui a dit ça ? Enfin, je veux dire, le poulet, c'est comme les autres sources de protéines. Enfin, tu toi-même, justement, diversifier ça, c'est dans ton intérêt. Tu as tout intérêt à faire ça. Et du coup, j'ai pas eu de nouvelles, mais je pense que j'espère pour lui qu'il a pris ce pli-là de diversifier son alimentation, parce qu'en fait, il galérait à bouffer. Il savait très bien traquer ses calories. Il bouffait principalement du poulet. Et en fait, je retiens que l'anecdote ça fait 700 fois que je mange du poulet à l'année. La data, elle est quand même importante. Si tu as 200 grammes de poulet midi, 100 grammes le soir, tu fais ça sur 365 jours, enfin plus de 300. Enfin bref, c'est énorme en termes de quantité de poulet. Et le gars, il s'est dit, mais waouh, en fait, je peux faire ça, en fait. Et donc, deviens, en fait, expert, mais de la diversité et de ton tracking. Ne deviens pas juste expert du tracking, parce que sinon, tu passes à côté de tout. Et c'est la même chose avec l'entraînement. Ne sois pas expert de la surcharge progressive, comme j'ai pu l'être au tout début, mais sois expert de toutes les modalités qui touchent de près ou de loin à ta pratique. Donc, peut-être que dans ton intérêt, tu as juste besoin de traquer ton volume. Et après, tu commences déjà par cette entrée-là. D'abord, tu vois un petit peu le nombre de séries que tu peux faire par exercice dans une séance. Et après, tu vois, pour moduler tes fourchettes de répétition, tu appliques la surcharge progressive. Tu vois, la surcharge progressive, elle arrive bien plus tard, finalement, que dans
dans ce que j'avais au tout départ, où en fait la surcharge progressive c'était ma priorité avant tout, pas avant mon volume, pas avant ma récupération, pas avant mon adhérence d'un point de vue global au plaisir de m'entraîner. Et je suis sûr que ça remettra quelques pendules à l'heure de vraiment fixer ces critères qui sont pour moi hyper importants de s'approprier avant justement d'avoir la méthode de la surcharge progressive. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Et c'est vrai que cette rigidité, on va tous la voir sur certains points. Et je pense qu'en fait, tu as cette rigidité à partir du moment où en fait, tu ne comprends pas réellement, en fait, quand tu n'as pas une vue d'ensemble, quand tu n'as pas une compréhension totale de ce que tu fais. Mais pourquoi les gens sont rigides ? C'est parce que justement, ils s'interdisent de sortir un petit peu de ce cadre-là parce qu'ils sont perdus s'ils sont hors dehors de ce cadre, tu comprends ? Et donc, si justement, elles restent dans leur moule, donc en gros, ce qu'elles maîtrisent, bah, c'est safe, c'est la zone safe. Comment on appelle ça c'est la maison quand tu fais l'épervier, quoi. C'est l'endroit où on peut pas venir te manger, quoi. D'ailleurs, c'est cette comparaison. C'est les jeux, tu te rappelles pas les jeux quand t'es... Si, les jeux, là, Poule renard vipère. Bah voilà. Quand t'es dans ta maison, tu peux pas te faire attaquer par les autres. Donc c'est la zone safe. Sauf que tu peux pas avancer, tu peux pas aller manger, si t'es une poule, tu peux pas aller manger les vipères. Non, mais c'est assez intéressant. Et justement, je reprends l'exemple, parmi donc, les 3 derniers qui sont venus en diète avec moi, il y a le premier, donc celui avec je suis maintenant depuis le plus longtemps. Je me suis aperçu que dans son tracking des données, en fait, tous les jours, il suivait les macros, mais genre à la perfection. Tu vois, genre, je lui avais mis, donc il avait des macros différentes, jour on, jour off, et en fait, il tombait pile dessus chaque jour. Et en fait, je me suis dit, mais putain, mais j'ai jamais vu ça, tu vois. L'expert du tracking. J'ai jamais vu ça. Et donc, je lui en ai parlé. Je lui ai dit, mais est-ce que tu me fais des arrondis et que du coup, en gros, c'est genre, t'as la flemme, du coup, t'as fait un copier-coller dans ton tracking et tout. Il me dit, non. Il me montre. Et genre, c'est un putain de skill en vrai. Hein. Et en fait, non, je vois dans ces journées, tu sais, genre à la fin, ça finit avec des 3 grammes de whey, des 11 grammes de miel, des 3 millilitres d'huile, tu vois. Et même parfois, genre, il finit, il a des 103 grammes de steak, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, ouais, d'accord, je vois. Et en fait, il se fait chier à chaque fois à tomber pile sur ses macros. Et en gros, il me dit, mais c'est trop chiant parce que je termine avec... tu vois, genre, parfois, il me reste 5 grammes de poulet dans le frigo. Ouais. Il me reste il me dit, ouais, ça va, je le gaspille pas, je l'utilise, mais il me dit, mais c'est trop chiant, tu vois, quand ça fait comme ça. Parfois, j'ai des petits bouts d'avocat, Et en fait, encore une fois, ça prouve un manque de compréhension générale et de vision. Parce qu'en fait, je lui dis, mais en fait, t'es le premier que je vois qui fait ça. Et je lui dis, oui, effectivement, parfois pour compléter, tu peux utiliser, quand il te manque beaucoup, genre des sources de carbs un peu faciles, type de la confiture du miel, tu sais, qui va contenir que des carbs, et parce que potentiellement, il t'en reste, donc tu peux te faire un peu plaisir, tu vois. De la whey, des trucs comme ça, des trucs assez simples. Mais lui, il finissait vraiment au gramme près. Mais vraiment au gramme près. Tu vois, genre, c'était sur le dernier repas à chaque fois. Il y avait whey, huile d'olive et souvent du miel qui complétait. Et parce qu'en fait, il était le petit cocktail à la fin de la journée. Il était à fond sur la rigidité de tout ça. Et en fait, la je lui ai dit, rigidité de la journée, du coup. C'est-à-dire que pour lui, à la fin de la journée, les compteurs étaient remis à 0 et après, commençait une nouvelle journée. Exactement. Et je lui dis, en fait, mais essaye d'avoir une vision à la semaine. Essaye d'avoir une vision au mois, tu vois. Et donc ça, c'était au tout début, sur les premières semaines. Et donc depuis, ce qui s'est passé, c'est que il se prend moins la tête. Quand il a 5 grammes de steak qui reste, il les fait. Et en fait, genre, ce qu'il y a de bien quand tu traques, c'est que tu peux utiliser ces données, tu vois, tu peux les analyser. Et en fait, quand tu fais la moyenne, genre l'objectif, il est, je sais plus, je veux dire 170 grammes de prot. Et la moyenne, du coup, on est à 169,5. Et en fait, il me dit, mais putain, mais ça m'a libéré un espace mental déjà de dingue. Et tellement. Il me dit, dans mon frigo, j'ai plus à me prendre la tête. Les dates de péremption, j'ai plus à me prendre la tête. Il me dit, parce que parfois, je fais mon poulet, mais du coup, en fait, les 5 grammes, ça sèche vachement vite, tu vois, dans le truc. Et puis, il me reste de la barquette. Trop chiant, tu vois. Et il me dit, mais ouais, je me suis focalisé sur ça, alors qu'au final, tu vois, genre, et c'est exactement ça. Il était vraiment focalisé sur ça. Et en fait, tu es convaincu que c'est une bonne chose. Parce que, mec, tu atteins tes macros parfaitement chaque jour. Il n'y a aucun... tu vois, quand tu réfléchis, ta logique interne te dit, mais mec, si tu veux progresser, il faut absolument que tu aies ton même total de macros chaque jour. Tu vois, que ça soit respecté à fond. Sauf que
le coût que ça a, c'était, en l'occurrence, là, une grosse énergie mentale que ça lui prenait. Rémi, tout à l'heure, donc on parlait des RIR, des fourchettes de répétition. Le coût que ça avait, c'est que potentiellement, on progressait moins vite et on laissait, pareil, des gains sur la table. Et en fait, c'est ça, c'est cette rigidité que tu peux avoir vis-à-vis de certaines choses peut vraiment te limiter dans ta progression ou même dans ton adhésion au plan sur le long terme. Moi, je parle de plaisir, mais c'est entièrement ça. C'est-à-dire que ton suivi, là, il était dans une démarche tellement mauvaise, finalement, envers lui, que c'était tout sauf sain. Exactement, parce que tu vois, c'est moi quand le mec, donc quand il m'a envoyé ces informations, parce qu'un coaching c'est comme ça, tu vois, le mec m'envoie ces informations, donc dans un premier temps à l'écrit, donc c'est un très long formulaire détaillé, et donc déjà j'ai une première idée de la personne. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un appel où on discute. Et donc je vois le formulaire, et c'est vrai que sur le formulaire, c'est pas le profil de base, tu vois, c'est vraiment pas le profil de base. Je me dis, mais est-ce qu'il a réellement besoin de moi, tu vois, ce gars pour un coaching, tu vois? C'est un gars qui sait s'entraîner, qui sait s'alimenter. Je veux dire, le mec me donne ses relevés, MyFitnessPal depuis, tu vois, il me dit, bah voilà, il y avait une liste énorme de relevés MyFitnessPal, donc c'est un mec qui traque depuis très longtemps, tu vois. Et c'est pas un mec qui avait un objectif de compétition, donc tu vois, je me dis, c'est quand même, on est sur un pratiquant ultra avancé, qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter? Et au final, je me rends compte que le coaching, en fait, c'est limite une des personnes qui, en l'espace de très peu de temps, je lui ai apporté énormément parce que, en fait, je lui ai libéré de l'espace mental, j'ai dissipé ses doutes concernant plein de choses sur l'alimentation, j'ai fait sauter pas mal de ses croyances sur l'alimentation, et au final, malgré les apparences, c'est-à-dire que, tu vois, c'est ça, c'est il avait le profil parfait. Je reçois sur le papier, c'est exactement ça. La photo à l'instant T, elle est belle. Sur le papier, donc les informations sur les photos, tu te dis putain, mais tout est parfait chez ce mec. De quoi il a besoin? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter? Et au final, tu te rends compte quand tu creuses, quand tu discutes, quand tu mets des choses en place, qu'en fait il y avait énormément à lui apporter. Et que même parfois, si sur le papier, eh bien ce que tu fais, ça a l'air d'être nickel, ça a l'air d'être la meilleure des choses, eh bien parfois en fait c'est pas le cas. Et ça, c'est vraiment genre l'exemple parfait, parce que ça, clairement, le gars était empli de doutes. En fait, il était pas sûr. Il avait, voilà. Bref, maintenant, il est libéré entre guillemets de tout ça. Ça va beaucoup mieux, et moi, ça me rassure aussi par rapport à la première impression que j'avais du bordel. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter? Et ça illustre très bien. Du coup, l'erreur dont on veut parler dans ce podcast. Ouais, ce côté vraiment plaisir, hein, faut vraiment pas oublier ça, parce que l'adhérence, c'est avant tout aussi le plaisir de s'entraîner. Au tout départ, forcément, quand je débute, j'ai peu d'informations, enfin j'en ai quelques-unes, et pour moi, en fait, ce que je découvre au fur et à mesure, c'est pour moi la sainte pensée pour l'anabolisme. Et je me pose pas 50 000 questions, je me dis c'est comme ça, et tous ceux qui sont autour de moi qui s'entraînent différemment, c'est qu'ils font pas la bonne technique, quoi. Vraiment, la surcharge progressive, pour moi, c'était le truc tout en haut de la pyramide des besoins, et le reste, c'était vraiment pas ce qui était important pour moi. Et je me rappelle faire des entraînements où je ressortais, j'étais pas cramé, j'étais pas transpirant, j'étais pas congestionné finalement, parce que je me bridais trop dans mon approche, parce que si je faisais 4 séries, j'avais peut-être que l'avant-dernière, la dernière où j'avais un petit peu de proximité à l'échec, et je forçais finalement très peu dans ma pratique, et c'est bien dommage, parce que je suis passé à côté, je pense, de tous les fameux newbie gains peut-être, et je les ai découverts que plus tard. Donc voilà, c'était vraiment un truc que je voulais vraiment dire. Ne soyez pas bridés dans votre pratique. Kiffez avant tout ce que vous faites. Ne vous blâmez surtout pas si vous faites une série de plus, si vous allez chercher plus de répétitions, si vous augmentez un peu plus le poids, si vous allez manger les 20 grammes de poulet qui vous restent dans la barquette, si vous steppez un peu plus que ce que vous devez faire, ou même à l'inverse, vous avez un peu moins marché que ce que vous étiez fixé. Hey, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Vous avez la semaine encore pour vous rattraper, le mois pour vous rattraper. Et puis, casse la tienne. Si tu te loupes une fois, si tu te loupes 2 fois sur ta semaine, c'est pas très grave non plus. Mais surtout que, en fait, ayez une vision d'ensemble. Ouais, toujours. C'est-à-dire que ne considérez pas.
ne considérez pas et n'apportez pas toute votre importance à un seul paramètre. Un seul détail. C'est-à-dire que oui, ta série, quand tu vas faire un set, bien sûr, tu vas avoir plusieurs paramètres. Forcément, ton nombre de répétitions. Forcément, si tu as progressé, par exemple, par rapport à la semaine dernière. Forcément, la qualité de ton exécution. Forcément, ta proximité de l'échec. Tu vois, bon, là, j'aurais pu continuer encore un petit moment. La mais liste est très très longue. Voilà, la liste est extrêmement longue. Et si tu, au final, n'accordes de l'importance qu'à un seul de ces paramètres, bah, c'est que tu n'as pas une compréhension de ce que tu fais, tu vois. Et qu'au final, ce que tu fais, c'est pas clair pour toi. Et malheureusement, bah, sur le long terme, ça ne se traduira pas par une progression durable, une progression maximale, une progression optimale, tout simplement. Il y a le même point avec les mensurations où, pour les bilans que je fais avec mes suivis, on prend les mensurations toutes les 5 semaines. Et forcément, d'une période à l'autre, parfois, il y a des mensurations qui ne bougent pas. Ça arrive. Mais il ne faut jamais s'arrêter à ça. Et c'est ce que je dis à un de mes suivis qui s'appelle Ryan et qui est vraiment matrixé par justement ces mensurations. Et dès qu'il voit que ça ne progresse pas, qu'il ne prend pas un petit 0,5 en tour de cuisse ou qu'il ne bouge pas au niveau de son tour de bras, etc., eh ben, il a l'impression d'avoir fait une période à blanc, quoi. En gros, que ça a servi à rien. Sauf que, à côté de ça, quand tu regardes tout son tracking, quand tu regardes ses entraînements, que tu vois en fait qu'il a progressé absolument partout, que sa technique elle est meilleure, que même lui il kiffe plus son physique, mais qu'il s'arrête juste à la donnée des mensurations, tu vois qu'il n'a pas compris finalement l'ensemble de ce qu'on dit, l'ensemble des données. Donc voilà, il faut toujours regarder tous ces paramètres, avoir un regard croisé sur toutes ces données, et ça vraiment c'est le plus important. C'est vrai qu'on commence à un peu avoir fait le tour du sujet. Je ne sais pas s'il y a d'autres exemples comme ça de la focalisation. Je pense que j'ai eu aussi cette période, tu sais, dans la focalisation, c'est ce que je parlais dans le dernier podcast, la focalisation, je pense, sur les calories, au détriment en fait de la qualité de mes macros. C'est-à-dire que en gros, pour moi, le plus important, c'était les calories, ce qui est vrai en soi. Mais j'avais complètement oublié en fait ce qu'il y a juste après dans la pyramide, à savoir la répartition des macros, etc. Et donc forcément, ça s'est traduit par une catastrophe sur mon physique. Mais parce que en même temps, j'avais pas toute cette compréhension, toutes ces données. La fameuse calorie RN. Exactement, comme la période où je me focalisais absolument sur le fait d'éviter le cardio. C'est-à-dire que la moindre activité autre que de la musculation, je l'évitais au maximum. J'ai eu toute une période où je me souviens sur la ferme, quand il fallait aller sur la ferme et travailler sur la ferme. En fait, je m'en rappelle, il trouvait toutes les excuses pour pas aller passer les vaches. Voilà. On disait moi je me mets au niveau du fil là. C'est pas moi qui courrais derrière les vaches là, non. Voilà, j'économisais, etc. Et en fait, ce qui est trop drôle, c'est que au fur et à mesure de ma pratique, quand j'ai commencé à avoir une plus grande compréhension des choses, en fait, la moindre chose qui me permet aujourd'hui de dépenser des calories de manière involontaire et qui en même temps va être potentiellement utile, c'est quelque chose que je vais absolument vouloir faire. Tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il faut se mettre aux vaches, c'est mort. Je me mets pas au niveau du fil à attendre que les vaches arrivent pour faire la barrière. Non, je cours derrière, je cours devant, même s'il faut. Je m'en bats les couilles du moment que... Et en fait, tu vois, tout ça, ça prouve une incompréhension. Et si aujourd'hui... Et Denis, tu vas nous faire quoi? Un petit marathon, c'est ça? Exactement. Non, en vrai, depuis que j'ai couru à Paris, j'ai des compétences une confiance dans mes capacités de course maintenant. Attention, Denis. T'as couru une fois, mec. Non, c'est-à-dire que... Je ne fais pas de ça une généralité. Hein. Non, mais là, je sais que je suis au moins capable de faire 1 kilomètre sans m'arrêter. C'est bien. Oui, c'est très bien, il faut commencer par là, Denis. Non, mais en vrai, je pense que... voilà, petite parenthèse. Le fait de savoir que tu t'entraînes, donc tu fais du sport, etc. Mais parfois, en fait, tu te rends compte... C'est là où tu te rends compte potentiellement aussi qu'il y a quelque chose que tu fais qui est mal ou que tu es parti dans un trop grand extrême. C'est potentiellement quand, mec, tu te qualifies comme sportif, mais que tu es incapable de courir un kilomètre, tu vois, justement. Genre, je vais prendre un exemple, quand je faisais 120 kilos, j'étais bien, j'étais énorme, j'étais très fort, etc. Tu me demandes de courir 1 kilomètre. Et tu vois, ça, c'est un exemple que, justement, potentiellement, ouais, t'as fait les trucs t'as poussé un peu trop loin et que, potentiellement, il est peut-être temps de faire marche arrière. Oui, il transpirait facilement, on va dire. Ouais, non, mais tu vois, il y a des indicateurs comme ça.
Et aujourd'hui, le fait de savoir que potentiellement, je suis capable de courir, mais je suis en même temps capable de m'entraîner, de soulever des charges lourdes. Je suis en même temps. Et je te dis pas que je suis un. Tu serais pas un putain d'athlète hybride? Voilà, je te dis pas que je suis un athlète hybride, etc. Je te dis pas ça. Il te manque la natation, Denis, mais je crois que ça c'est foutu. Je dis juste que je sais que les capacités actuelles de mon corps sont en accord avec la façon dont je me définis, tu vois. Et je me définis pas comme un athlète hybride, mais je me définis comme quelqu'un qui a un corps qui est capable de faire pas mal de choses et qui, j'ai confiance en mes capacités dans pas mal de choses. Et je pense que à partir du moment où, tu marches dans la rue et tu sais que si on t'agresse, t'es mort parce que tu sais pas te battre et parce que tu peux pas courir, et que en gros la seule façon c'est de dire t'en sortir avec la langue de Molière, tu vois, t'es un peu dans la merde, tu vois. Je sais que aujourd'hui, moi, si on m'agresse dans la rue, je sais toujours pas me battre, mais au moins je peux courir. Comme un mauvais date, quoi. C'est-à-dire que quand tu rencontres une mauvaise personne, tu sais fuir, tu sais courir très vite. On dit pas des anecdotes comme ça dans le podcast. Bon, quoi qu'il en soit, par rapport à cette rigidité, voilà, ne soyez pas omnibilés que par un seul facteur. Ayez toujours une vision globale. C'est ce qu'on dit toujours. N'aie pas la tête dans le guidon. Regarde toujours. Relève la tête, mais en même temps, regarde le vélo de loin, mais vraiment de très très loin. Il te faut une loupe pour pouvoir voir pas une loupe, un télescope, là, tu vois. Truc de ouf. Tellement tu as de recul sur toi-même, parce qu'il n'y a que quand tu finis par avoir cette vision que au final, c'est que tu as une bonne compréhension. À partir du moment où ta vision est très étriquée, que tu ne comprends pas, que tu tournes en boucle aussi potentiellement sur les mêmes aliments, que tu te rends compte que tu ne peux pas sortir de ton cadre et que tu as peur de sortir de ton cadre, c'est que tu ne maîtrises pas les choses. Voilà, c'est aussi clair que ça. Moi, je vais reprendre l'exemple de mes suivis. Je vais prendre l'exemple de Joël. Joël Dédicace, qui écoute le podcast, il me semble. Joël, du coup, est un de mes suivis sur lequel on est en train de faire, du coup, une perte de poids. Donc, on est sur un rythme de perte de poids qui est régulier, qui n'est pas compliqué, avec, du coup, des entraînements qui se passent très bien. Et Joël avait, du coup, une période de vacances au Portugal, il me semble. Et il avait extrêmement peur par rapport à ça. Et du coup, il avait peur de reprendre tout le poids qu'il avait perdu. Du coup, il n'avait pas forcément la possibilité de s'entraîner autant. Je crois qu'il a fait 3 séances sur 2 semaines. Mais c'était des séances plaisir, etc. Il avait extrêmement peur par rapport à ça parce qu'au final, il avait l'impression de ne pas maîtriser son environnement. Et c'est vrai que c'est l'inconnu. Donc, on a échangé, je l'ai rassuré, etc. Et au final, il est revenu du coup de son séjour au Portugal. Il s'est pesé et du coup, il faisait 700 grammes de plus. Ah oui. Donc, à son retour, donc en 2 semaines. Et en fait, il les avait perdus. Voilà. Mais en gros, on est reparti. C'est comme. Et voilà, il a fait 2 semaines où il a profité, où du coup, il s'est pas pris la tête, où au final, il s'est rendu compte aussi. Je pense que ça l'a aidé à prendre conscience aussi que il avait une gestion de son environnement qui était plus haute que ce que lui estimait avoir. Et voilà. Et c'est-à-dire que si toi, aujourd'hui, tu as peur de sortir de tout ça, de sortir de potentiellement, c'est que tu ne maîtrises pas au final toutes les données et qu'au final, tu as une version étriquée et une mauvaise compréhension de ce que tu fais. C'est ce qu'on dit toujours, ne fonctionne pas de manière rigide, mais soit plutôt flexible. Donc, cette fameuse flexibilité que j'aime bien dire, qui s'oppose entièrement à la rigidité. Et justement, prouve aux autres que tu es capable de t'adapter et que du coup, tu ne fais pas preuve de rigidité. Et je pense que ça sera là le véritable label d'intelligence, de compréhension de ta vie de go muscu. Et puis en fait, on le répète tout le temps, mais évite les extrêmes. C'est toujours en fait les extrêmes qui sont le problème. Et de toute façon, tu le comprends très très vite à partir du moment où tu comprends comment les choses fonctionnent. Si tu évites les extrêmes, que ce soit le tout rien ou le tout trop,
eh bien, tu te rendras vite compte que tu peux faire beaucoup plus de choses sans que ça ne pose de soucis, tu vois. Exactement. Et au final, il y a certaines personnes parfois qui se prennent tellement la tête, qui sont tellement rigides, qui par exemple vont parfois arriver à des phases où soit ils vont genre saturer et du coup ils vont lâcher cette rigidité, ou même parfois il y a des événements de la vie, genre ils vont avoir beaucoup plus de travail, etc., ou il va y avoir un problème, enfin bref. Et en fait, ils vont quitter cette rigidité et d'un coup, ils se rendent compte que ils progressent plus, ils ont un meilleur physique et en fait, ils se disent mais bordel, tu vois, genre ça c'est genre juste la preuve que justement tu étais trop rigide et que tu n'avais pas une bonne compréhension. Tout Et à si fait. maintenant que en gros limite tu traques plus rien, etc., tu as un meilleur physique, des meilleurs résultats, c'est que lorsque tu traquais, tu ne le faisais pas bien, tu vois. Et parfois, je peux comprendre parce qu'il y en a plein comme ça tu regardes un peu sur les réseaux qui sont là, ouais, fuck les programmes d'entraînement, je m'entraîne au feeling, fuck la diète, je mange à l'échec et tout, tu vois. Genre, il y en a plein qui font ça, hein, il y en a plein, hein, Ouais, je me ça le se sais. trouve. Et parce que, en fait, ces gens-là, je comprends pourquoi ça peut marcher, parce qu'au final, ils ont zéro prise de tête, ils ont zéro stress par rapport à ça, ils ont zéro énergie mentale qui est dédiée à ça et qui va genre te prendre un espace mental, etc. Alors certes, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour progresser, ça on le sait, mais en fait, parfois, ça peut être mieux que quelqu'un qui va tout traquer, tout chercher à optimiser et qui va pas se focaliser sur les bonnes choses ou se surfocaliser sur les mauvaises choses. Exactement, ouais. Par rapport à la diète, on peut donner un exemple assez récent. On a été manger avec Denis au Grillin, donc le resto à volonté à Limoges. Et donc c'est le resto en fait, où tu trouves de tout, quoi. Vraiment, quand tu poses la question à quelqu'un qui n'a jamais été, tu lui dis, écoute, donne-moi 3 choses que tu voudrais manger là-bas. Et sur les 3 choses qu'il va te proposer, il y en a 2, voire peut-être les 3 qui vont pouvoir être disponibles dans ce resto à volonté. Et donc, avec Denis, on y a été. Donc, on est tous les deux en phase de cut. Alors, Denis, bon, il vous expliquera un petit peu comment il a géré le truc, mais quand on est dans un resto à volonté, c'est même assez facile, justement, de se faire plaisir, de suivre à peu près sa diète. Donc, pour ma part, moi, je savais à peu près ce qu'il me fallait comme calories, mais j'avais aucune idée de comment le quantifier. Mais je me suis tourné vers des aliments plaisir, des aliments qui étaient pauvres en calories finalement. Donc je me suis tapé quelques sushis, me suis tapé quelques tomates, concombres qu'il y avait en salade. J'ai mangé aussi en dessert l'île flottante avec l'ananas et du melon. Enfin, je sais plutôt de ce que j'ai mangé, mais finalement, j'ai passé une très bonne soirée en mangeant des aliments qui étaient finalement plutôt volumineux, qui étaient bons, qui avaient de la fraîcheur et tout. Et c'était finalement le meilleur compromis que je pouvais faire dans ce genre de cas. Alors, Denis, parce que c'est quand même toi où, du coup, tu nous apportes un degré supplémentaire. Non, mais parce que Rémi, bon, je savais déjà. Tu savais que j'allais Bon. dire ça? J'ai pris ma balance au resto chinois. J'ai pris ma balance au resto à volonté. En fait, c'est que Denis, il Non, est arrivé. mais attends, je laisse-moi voyais qu'il avait une expliquer. espèce de. Enfin, non, je l'ai pas vu. Il avait son sweat. Dans son sweat, putain, il avait un truc énorme dans son sweat. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a dedans? Qu'est-ce qu'il nous cache? Et Denis me dit, bon, ouais, je crois que j'ai un truc qu'il faut que je vous dise. J'ai pris ma balance. Et là, il sort de sa poche la balance de cuisine. Non, mais alors, en vrai, je vous fais le petit schéma. C'est-à-dire que le Grillin, c'est un resto où on va assez régulièrement avec Rémi. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, il y a énormément de choix possibles. Et il va y avoir aussi pas mal d'aliments bruts, mais également pas mal d'aliments, genre il y a entrecôte à volonté. Enfin, en gros, c'est un resto à volonté, je pense. Ouais, mais c'est un buffet où vraiment on peut trouver tout et on peut très bien. Mais en fait, j'ai envie de dire dans tous les restos. Voilà, c'est ça. Mais surtout celui-ci, parce qu'en gros, il a déjà, t'as pas besoin d'attendre pour manger. C'est ça que j'apprécie particulièrement. Il n'est pas spécialement cher, deuxièmement. Et effectivement, tu as beaucoup de choix. Voilà pourquoi on aime ce resto. Et en fait, donc, à chaque fois que j'ai été dans ce resto, j'estimais, on va dire, les quantités et j'estimais plutôt bien. Encore une fois, j'en ai déjà parlé dans des podcasts précédents. C'est mon métier, donc forcément, mes estimations sont nettement plus précises que 99% des Au gens. visuel, on est capable de savoir à peu près ce que ça représente. Exactement. Donc, et là, on y a été avec Rémi. C'était un soir en semaine. Je savais déjà d'avance qu'il n'allait pas y avoir grand monde.
Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, Denis, tu vas prendre ta balance et tu vas Qu'il y ait vérifier. du monde ou qu'il n'y ait pas de monde, on s'en fout. Oui, c'est vrai. Mais je me suis dit, ça allait être quand même plus facile. Je me suis dit, tu vas vérifier si tes estimations sont bonnes. Ok. Et c'était pas du tout dans un but de je vais peser tout pour vérifier, machin et tout. C'est vraiment genre, on va voir si mes estimations sont bonnes par rapport à ce que je fais d'habitude. Spoiler, elles étaient bonnes, mais ça m'a permis de vérifier. Ouais. Et du coup, donc j'ai pris ma balance et je vous laisse maintenant imaginer un peu donc imaginez un mec en pantalon bariolé, en tongs, avec sa balance au restaurant chinois. J'étais en train de décortiquer mes crevettes. Je me faisais une petite montagne de crevettes parce que ce qu'il y a de bien dans ce resto aussi, c'est que y a des trucs que tu manges pas forcément très souvent. Et là, il faisait très chaud ce jour-là. Donc j'étais en train de décortiquer mes petites crevettes là, avec mes petites tongs. Le mec, il est venu, il m'a posé le ticket sur la table, il m'a regardé, il a dû se dire « Oh là là, c'est qui ce mec chelou ?» Et après... Il y a des bonbons à volonté, le mec il bouffe des crevettes avec sa balance de cuisine. Exactement, avec la balance, le mec, mais vraiment, il m'a regardé trop bizarre. Et après, donc là, en ce moment, c'est l'été, il fait chaud. Enfin, c'est l'été, il fait chaud un peu, enfin, de temps en temps. Là, je suis en giga suite, mais... Comment tu corriges à chaque fois? On en était... Bon, pas trop. Il fait beau. Bon, pas trop. Oh, il fait dégueulasse, mais parfois, il fait chaud. Et du coup, le cheat code que j'ai, c'est les glaces à l'eau. Vous savez, les genre Mr Freeze, tu vois. Et c'est des bâtonnets. C'est tout simplement de l'eau avec genre un espèce de sirop. Tu peux en faire chez toi pour 0 calories. Ouais. Clairement, tu prends de l'eau, tu mets du sirop 0 calories et t'as ton Mr Freeze, tu vois. Et du coup, donc ça, c'est des petits trucs. Ça fait genre 7 ou 8 kilocalories le bâtonnet. Et c'est assez agréable, c'est frais, etc. Et du coup, dans ce resto-là, précisément, ils en ont. Ah, on a perdu une caméra. Okay. Ils en ont du coup dans ce resto. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Au moment où je voulais arriver au dessert, en fait, il en restait 2, donc je les ai prises. Et après, j'en voulais d'autres, parce que ça fait 7 kilocalories, tu vois. Genre, je sais que je peux les enquiller à fond. Et en plus, je kiffe ça, il était vraiment chaud. Et j'avais fait un repas frais, vraiment, ça m'avait régalé. Et du coup, j'ai commencé genre, à enlever les trucs de glace pour accéder à la réserve dessous. Et le mec, bien sûr, le moment où, tu vois, il faut que personne ne regarde, le mec qui avait déposé le ticket. Le même mec qui avait déposé le ticket, qui m'a vu avec la balance, il me voit en train de taper dans la réserve dessous. En plus, genre, j'en prends, mais j'en ai pris pour Rémi. Il y avait Cédric, dédicace à Cédric, qui était avec nous. Et du coup, j'en ai pris pour toute la table, donc j'en ai pris une grosse poignée, tu vois. C'était la petite soirée Mr Freeze, quoi. Il m'a regardé bizarre et on s'est régalé avec ces Mr Freeze. Ah, c'était cool. C'était très bon. Et du coup, ouais, on va dire que oui, ce jour-là, je sais même plus pourquoi on traquait ça. Enfin, on parlait de ça. Mais du coup, j'ai pu traquer, j'ai pu manger de façon très copieuse. Je me suis vraiment fait extrêmement plaisir parce qu'il y a des personnes qui vont dire ouais, mais tu prends pas de plaisir. Honnêtement, moi, j'étais trop bien. J'ai mangé petites tomates, petits concombres, petits rouleaux de printemps, petites crevettes. J'ai pris du saumon. J'ai pas pris de hareng parce que j'en avais mangé le midi. J'ai pris mes glaces. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je me suis fait une petite sauce andalouse avec je sais plus quoi. Enfin, j'ai pris plein de fruits aussi. Enfin, je me suis régalé. Là, en fait, j'avais pas envie de trucs chauds, tu vois, parce qu'il faisait chaud. Ouais, donc c'est pour ça que je suis resté au buffet qui était frais et je me suis régalé de ouf, quoi. Je pense, voilà, donc c'était par rapport du coup à cette flexibilité qu'on pouvait avoir même quand on est à l'extérieur, et c'est ce qu'on a fait en donnant cet exemple-là, mais il y a aussi un réel plaisir, tu vois, à se tourner vers des aliments qu'on aime, et dans tous les plats cuisinés, je suis comme toi, enfin j'étais comme toi ce jour-là, j'avais rien qui me donnait envie, de toute façon, bon, ça a jamais été trop ma tasse de thé, mais putain, mais quand t'as le choix avec des fruits frais, des légumes frais en petite saladinette, là, c'est pas mauvais, quoi. Puis terminer avec des petits Mr Frites, les gens vont peut-être nous dire, non mais franchement, c'est quoi leur diète? C'est la diète qu'on aime finalement, et ça nous a permis de passer un très bon moment. Ouais. Parce qu'en fait aussi, il faut remettre les choses dans leur contexte. Là, on sort un peu du sujet, mais si à chaque fois que tu sors quelque part, que tu vas dans un resto ou un truc à volonté comme ça... C'est l'angoisse à 200%. Ouais. Et non, que tu ressens le besoin de te péter le bide et que, genre, en gros, si tu vois un mec qui mange de manière modérée dans un restaurant, etc., en fait, le problème, il vient pas du mec qui est modéré, il vient de toi, tu vois. Genre, parfois, si t'es... moi, je me souviens, j'étais très comme ça à une époque. Genre... il y a des personnes qui allaient au restaurant et qui, au final, prenaient juste un petit plat, ne le finissaient pas forcément, etc. Et je me disais, mais
mais bordel, mais comment tu peux faire ça, tu vois? Comment tu peux faire ça? Bah, c'est-à-dire, quand tu manges, tu prends une assiette au resto, bon, par principe, tu dois finir ton assiette. C'est ça. Mais au final, si finir cette assiette te met mal, genre après tu vas avoir mal au ventre, tu vas pas te sentir bien, etc. Tu vois, il est plus là le problème. Il est plus là le problème. Et si en fait à chaque fois que tu vas au restaurant, tu te sers de ça pour faire une orgie de bouffe ou vraiment tu ressens le besoin de te gaver, te remplir, etc. J'ai envie de dire, parfois on peut être assez proche des TCA, tu vois. Et pour certains, ça peut révéler aussi une frustration vis-à-vis de la diète, etc. Du restant des jours, où justement ils sont dans leur diète. Une mauvaise gestion, une mauvaise compréhension de ce que tu fais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et au contraire, quand tu vas au restaurant, que tu fais des choses, que tu fais des choix plus modérés, que tu fais des choix plus éclairés peut-être par rapport à ce que tu fais, bah là justement, ça prouve que tu as une bonne compréhension de ce que tu fais et que tu as un comportement dit sain vis-à-vis de la nourriture, tu vois. Si tu n'as pas ce besoin de te remplir, de te péter le bide, etc., bah mec, c'est que t'es sur la bonne voie, tu vois. C'est que t'es sur la bonne voie. Et au contraire, si tu ne l'as pas, bah c'est que t'es pas sur la bonne voie et qu'il y a très certainement quelque chose qu'il faut que tu changes. Exactement. Donc, ne soyez pas expert du tracking, ça ne suffit pas. Soyez expert de la flexibilité de votre tracking. Ça, c'est vraiment important parce que flexibilité, ça résume ce qu'on disait, c'est en gros comprendre ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Ne cherchez pas en fait à répéter et à appliquer bêtement ce que vous voyez peut-être sur les réseaux, sur le genre de choses. Cherchez à le comprendre. Cherchez à le comprendre. Moi, je le vois bien avec ma série de vidéos, la Road to Prime. Il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, copient mes séances actuelles. Et ce qui est trop drôle, c'est qu'ils me disent « Ouais, je fais le programme Prime. » Comment ça? T'es pas dans le groupe privé. T'es pas dans le groupe privé. Oui, je refais ton programme. Parce que c'est vrai, tu sais, je partage mon programme, etc. Mais en fait, justement, donc l'accompagnement Prime, les programmes qui sont à l'intérieur, tu les customises et tu les adaptes par rapport à toi. Tu vois, la séance pec-épaule. C'est là, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis que je suis en focus pec-épaule, c'est vrai que... Enfin, depuis que je suis en focus épaule, pardon, et que mes séances, c'est des focus épaule-pec, mes épaules ont extrêmement bougé. N'importe qui regardera les premières vidéos et les vidéos photos maintenant le dira. Mais non. Non, c'est la réalité. Je veux dire, à partir du moment où... Cheville. Non, mais je veux dire, quand tu t'attends à avoir des résultats et qu'au final tu les as, c'est que tu contrôles, on va dire, toutes les variables autour de ça. Et donc, il y a plus de surprise. Tu vois. Quand tu fais... Non, mais c'est vrai, quand tu mets en place des actions pour avoir un certain résultat et que tu as ce résultat, c'est juste en fait la conséquence de tes efforts et de ta stratégie qui était la bonne. Comme quand tu vas à un examen, tu as ton examen parce que tu as suffisamment travaillé. Si tu ne travailles pas, il y a peu de chances que tu aies ton examen. Tu vois, là, c'est le même principe. Et du coup, donc, il y a beaucoup de personnes qui essayent de copier ça, mais sans comprendre en fait la stratégie qu'il y a derrière. Sans comprendre ma personnalisation autour de l'entraînement. Et du coup, en fait, spoiler, ces personnes-là n'auront très certainement pas les mêmes résultats que moi. Tu vois. Forcément. Après, moi, je veux faire quand même l'avocat du diable. C'est que, regarde-moi, quand j'ai introduit ce podcast avec mon erreur, c'est parce que je n'avais pas l'ensemble des connaissances, j'avais pas l'ensemble en fait des tenants et des aboutissants de la programmation et de la personnalisation finalement. Je suivais une méthode parce que c'était ce que j'avais vu. Et donc ces personnes-là qui refont tes programmes, enfin ton entraînement que tu avais partagé sur des réels, c'est parce qu'elles n'ont pas la connaissance de la personnalisation de leur propre entraînement. Exactement. C'est exactement ce que je suis en train de dire. En fait, elles ne comprennent pas. Voilà, elles comprennent pas. Ouais. Et mais c'est dur. Je veux dire, quand tu débutes, tu peux pas tout savoir aussi. Et donc commencer par copier ce que fait un tel ou un tel, je pense que c'est une très bonne façon de commencer. Après, copier sans comprendre ma programmation épaule-pec, connaissant mes passifs de douleur, etc., c'est peut-être pas la meilleure des choses. Tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est comme le réflexe que certains peuvent avoir, c'est tu vois un mec qui a des pecs énormes sur les réseaux, tu te dis je vais faire son programme. Ça sera pas la meilleure des choses à faire. On les voit tous, hein, ces petits formats là où il y a un mec qui dit programme pec, où il n'y a même pas de son, où en fait il y a une petite couleur au niveau des pecs, et puis ils enchaînent des exercices en disant ici il faut faire 4 séries de temps de répétition, après tu enchaînes avec ça, temps de répétition. C'est une façon de faire une programmation. Et si tu débutes l'entraînement, vas-y, essaye. J'ai envie de te dire, essaye, et après continue de chercher, continue d'accroître tes connaissances pour te dire finalement, ce que j'ai vu dans cette vidéo, j'ai bien compris que c'était pas pour moi, mais que c'était des idées finalement, et que je peux extraire que quelques exercices, et après avec les autres connaissances,
construire ma vraie programmation. Moi, je vais vous raconter une petite histoire. Père Denis, raconte. Oh putain, il faudrait qu'on mette un jingle comme ça. Il y avait une époque où il y avait beaucoup de compétitions, c'était muscle model, ce genre de choses, tu vois. Et c'était une compète, je crois, Nathan Mozango l'avait faite, il y en avait eu une à Paris. Et il y avait une chaîne YouTube à l'époque qui s'appelait Fit Media Channel. Et en fait, elle montrait que des mecs, et en fait, elle interviewait et montrait que des mecs qui faisaient justement ces muscle compètes, là, muscle fitness compètes, etc. Donc c'était des mecs qui avaient des physiques, tu vois, genre très esthétiques. En même temps, bon, il n'y avait pas que ça, ils avaient également la gueule du beau gosse, machin et tout, parce que c'était muscle model. Et c'était des compétitions où je me souviens, donc tu défilais en caleçon, après tu avais même un défilé en costume et tout, tu vois. Et c'était le truc un peu beau gosse. Ça, je sais pas si ça existe encore, mais tu vois, c'était assez apprécié parce que en fait, tu pouvais t'identifier. C'était des physiques très esthétiques qui en même temps rendaient bien habillés, etc. Et parmi cette compétition, il y avait un des gagnants, un des finalistes, je sais plus quelle place il avait fait, mais il avait été très bien placé. Il s'appelait Edgy Allison. Rien à voir avec Edgy Morris. Non, Edgy Allison. Je vous invite, c'est bon, je vois qui c'est. je vous invite à aller voir son physique. C'est celui qui a les plus gros pecs au monde. Le mec, il a des pecs. Tu vois ses pecs, t'as envie de le traire. je te jure, le mec, il contracte le pec, il y a un peu de lait qui sort. Oh putain, qu'il est con. Et le mec, il a des pecs énormes. Et donc, Fit Media Channel, à l'époque, ils avaient fait une vidéo. Et c'était séance pec avec Edgy Allison. Je sais plus si c'était Fit Media Channel, mais il y avait une vidéo YouTube où il faisait les pecs. Denis de l'époque, il est là. Denis, il a que des épaules, il a que des triceps, il a des pecs inexistants. Il sent jamais ses pecs quand il s'entraîne, tu vois, parce qu'il fait des exécutions de merde. Et puis, il voit la vidéo de Edgy Allison. Il se dit, putain, je veux les pecs de Edgy Allison. Oui, c'est Edgy Allison, il a quoi maintenant peut-être une quarantaine d'années. Oh, il est plus vieux que Il ça a même maintenant. plus une cinquantaine. Ouais, il avait déjà 40 ans. Ouais, Il avait déjà 40 ans à l'époque. Hein. Et je me dis, putain, c'est sûr, il faut que je chope son entraînement, tu vois. Et là, Edgy Allison, vidéo d'entraînement pec. Nickel. Putain, je vais pouvoir ça la t'envoie voir. pique. Je regarde. J'en avais marre de regarder Mark Fit. Je regarde un petit peu Edgy Allison. Ouais, Edgy Allison, tu vois. Et je vois la séance. Et genre, la séance, c'est développer couché à la barre, développer incliné à la barre, développer couché à la machine, écarter pour les pecs, écarter pour écarter incliné, écarter couché. Le mec, genre, il y a 9 exos pecs, tu vois, et une redondance d'enculé. Mais moi, je capte pas, tu vois. Je me Normal. dis, il faut ça, tu vois. Les exécutions passables, les poids en plus qu'il mettait, il mettait très peu de poids aussi. Il était très faible, il avait pas beaucoup de force, etc. Mais je me dis, mais putain, mais c'est complètement à ma portée. Moi, dans ma tête, je me dis, voilà, je suis capable. Ouais, je me donne 4 mois pour les mêmes pecs. Ouais, c'est ça, voilà. Genre, dans ma tête, c'est si je mets autant que lui sur les mouvements et que je fais exactement la même séance, j'ai les mêmes pecs, tu vois. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne dans ma tête. Spoiler, ça n'a pas marché. Ah bon? Non, ça n'a pas marché. Pourquoi? J'ai bien développé mes épaules, mais pas mes pecs. Parce que j'avais très loin d'avoir sa génétique. Bien sûr. D'une. Mais naïvement, j'ai dit ça. Forcément. Deuxièmement, mes exécutions étaient nulles à chier. Troisièmement, je recopiais un programme qui n'était absolument pas adapté, sur lequel, et un programme qui déjà de base était en plus bancal. Et lui, je me souviens très bien son business à l'époque. Il avait des programmes. C'était que des programmes genre Massif Pec, etc. Alors je l'avais pas. Le mec, il a un putain d'argument aussi physique. Exactement. Et genre, il y avait beaucoup de trucs comme ça. Genre, c'est comme Ulysse Junior pour ceux qui voient. Donc, c'est un mec aussi un peu de cette époque. Il avait fait, je crois, d'ailleurs, Muscle Model. Ouais. Et lui, il avait un dos énorme. Et donc, lui, ses programmes, c'était Cobra Back Workout, etc. Et le mec, tu regardes ses insertions musculaires, genre son grand dorsal, il mange tout, tu vois, genre il a un grand dorsal il a des insertions incroyables, c'est un mec sur 1 milliard, et genre bien sûr le mec il vend un programme pour que t'espères avoir le même dos que lui, mais tu l'auras jamais. Comme Edgy Allison, il avait genre une morphologie très très proche de celle de, il avait des pecs limite plus gros que ceux de Schwarzy, tu vois, et forcément qui n'a jamais rêvé d'avoir les pecs de Schwarzy, tu vois. Donc, bien sûr, s'il vend un programme, naïvement, beaucoup de personnes vont l'acheter.
Et c'est ça, en fait. Genre, si tu en es au stade d'acheter le programme de ton influenceur préféré ou du mec que tu vois un bon physique juste parce que, eh bien, il a des gros pecs, des gros machins, et que tu te dis, je vais avoir les mêmes, non, ça va pas fonctionner comme ça. Et justement, du coup, ces personnes qui me disent, je fais le programme Prime et qu'en fait, juste ils copient ce que moi je fais, bah, tu vois, c'est qu'ils n'ont pas une bonne compréhension. Et si vraiment tu rentres, du coup, dans l'accompagnement Prime, tu vas comprendre parce que, en fait, je t'explique les mécanismes derrière. Et forcément, bah, tu as différents programmes pour différents focus. Et donc, forcément, si tu veux un focus épaule, bah, tu personnaliseras le focus épaule. Si tu veux un focus sur le dos, tu personnaliseras le focus dos, etc. Mais en fait, tu auras quelque chose de beaucoup plus adapté. Et oui, sinon, j'ai juste à vendre. Voilà, moi, j'ai des triceps, j'ai des insertions d'enculé sur les triceps. Bon, en vrai, je devrais faire ça, tu vois. Genre, je vais faire un cycle focus triceps à fond. Comme ça, je vais avoir des gros triceps. Ça va me bouffer tout mon physique. Ça sera plus du tout harmonieux, mais j'aurai des gros triceps et je vendrai des programmes de super triceps. Ouais. Non, c'est pas comme ça que je vois les choses. Et si t'en es là, tu vois, si t'en es en fait à copier les programmes ou appliquer une certaine rigidité ou c'est que tu ne comprends pas les choses dans leur globalité et que tu vois, si tu es au début de ton aventure en muscu, c'est peut-être normal que tu fonctionnes C'est comme ça. exactement ce que je veux dire. En fait, tout bon pratiquant, je pense, doit être passé par l'application d'un programme, d'un autre, ou on va dire pompé sur une vidéo YouTube de Thibaut InShape ou un truc comme ça. Parce que quand on commence et qu'on ne sait pas où donner de la tête, tu tapes quoi sur ton moteur de recherche? Programme PEC, bam, tu tombes sur un PDF ou une vidéo, et ben tu vas commencer par là. Parce que on va dire que se créer un programme, quand on ne sait pas, bah, il faut aller le chercher. Il faut aller chercher ailleurs, tu testes. Et je pense que tout bon pratiquant est une personne qui est passée par cette démarche de recherche et qui, plus tard, raconte qu'il est passé par justement la recherche de cette programmation et qu'aujourd'hui, il a quelque chose de totalement abouti et personnalisé à lui. Point barre. Par contre, si genre mec, t'as 5 ans de pratique, t'as un peu moins d'excuses quand même, quoi. Oui, voilà, il faut être capable de se remettre en question. Et je pense que c'est le podcast où on n'arrête pas de parler de ça. Il faut être en mesure de toujours re-questionner ce qu'on sait ou justement, là, on parle de la rigidité pour évoluer. Mais après, le but aussi de partager ces erreurs que nous, on a faites, c'est que justement, actuellement, tu peux être en train de faire cette erreur. Bien sûr, on dédramatise absolument tout. On a été des merguez à faire ça. Et ça se trouve, en fait, tu écoutes ce podcast et c'est bon, maintenant, tu vas plus la faire, tu vois. C'est la solution contre cette erreur. Exactement. Bon, mon frère, on a fait 1 heure de podcast, on a perdu les 2 caméras. Ah, on ne sait pas celle-là, on ne sait pas. Là, elle fait pas de bruit. Si, je l'ai entendu, je crois. Elle fait pas de bruit, mec. Je l'ai entendu. Putain, qu'est-ce qu'il est chiant. Non, pour de vrai, par contre. Est-ce qu'on ne terminerait pas ce podcast? Tu nous remets un petit coup de jingle Bien sûr. en le préparant. Et pendant que Rémi prépare le jingle, moi, je vais meubler un peu pour vous rappeler que c'est le moment de mettre 5 étoiles au podcast, de le liker, de vous abonner sur YouTube. Il y a des commentaires maintenant sur Spotify aussi, vous pouvez mettre, parce qu'avant, je mettais un sondage, etc. Et c'est là où vous pouviez parler. Maintenant, vous pouvez... Ok. Les frères gallois. Denis sauce piquante. 0RR Podcast. Rémi le guacamole. Les frères gallois. Ah merde, j'avais coupé le micro, j'avais pas fini. Je disais, ouais, vous pouvez mettre des commentaires aussi sur Spotify, comme ça on peut aussi échanger. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutaient sur Spotify et venaient commenter sur YouTube, donc maintenant vous pouvez directement faire l'inverse. Et mon frère, tu as des choses à ajouter? Non, rien de particulier, mon doudou. Rien de particulier. On espère que pour le prochain podcast, on aura des choses à vous raconter sur l'agrandissement du gym, dans tous les cas, parce que moi, c'est la partie que je préfère. Et puis, on se retrouve peut-être pour une prochaine erreur dans le prochain podcast. Oh oui, il y en a encore. À voir. Bon, de toute façon, on trouvera forcément un sujet pour le podcast. Tout à fait. Bon, sur ce, on vous dit à très bientôt dans le 0RR Podcast. Ok. Les frères gallois. Denis sauce piquante. 0RR Podcast. Rémi le guacamole. Les frères gallois. Salope de Brigitte. 0RR Podcast. Turbo Cali. Turbo balèze. Ok. Le beurre, l'argent du beurre et le gros cul de la crémière. Salope de Brigitte. On récapépète. 0RR Podcast. Les frères gallois. Ça claque sa mère. À bientôt!